village se situait plus dans le nord, là-bas. Il n'y avait pas de collège, il n'y avait rien à l'époque, là. Ouais. Il y avait encore les remparts, moi, quand j'étais gosse. Pas des remparts tout autour du village, mais des morceaux de remparts, il y avait encore. Quoi. J'ai grandi sur les airs, hein, où il y a le collège, en haut, mais il n'y avait rien à l'époque. Rien du tout, ni les HLM, ni le collège, il n'y avait absolument rien, pas de villa, rien. C'était la campagne. Hop, c'était essentiellement des agriculteurs, hein, dans la population d'Op, c'était tous des gens qui avaient de la vigne et des oliviers. Et un petit peu de blé parce qu'on avait de la volaille, mais ça, c'était pas pour commercialiser, c'était pas encore là, pour la maison. Voilà. C'était essentiellement des petits exploitants. Hein. J'ai pratiqué le métier d'agriculteur toute ma vie. Je faisais de la vigne, de la polyculture. De la culture maraîchère et des arbres fruitiers, des cerisiers surtout, après par la suite. Pas un grand, mais enfin, je faisais la vente directe en même temps. Et on ramassait 40 000 kilos de raisins, 2 000 kilos d'olives, on vivait, voilà. On était concernés tous par ça, puisqu'on allait tous aux vendanges, on allait tous, même quand on était très jeunes. Hein. Moi, j'ai dû faire les vendanges avec 14 ans. J'ai travaillé à la campagne avec mes parents. On faisait le foin, on faisait tout ce qu'il y avait à faire. Ramasser les pommes, les pêches, ça nous faisait 4 sous. Voilà, c'était... La cueillette d'olives, les vendanges, ça on faisait, hein, on y allait ensemble. Les rues étaient animées parce que le soir, il y avait le retour des champs, donc on voyait du monde. Maintenant, il y a du monde pour les marchés, les résidences secondaires. Juillet, août, il y a du monde, mais vous traversez le pays, il n'y a personne. Je vais y arriver. Est-ce que vous voulez garder le manteau? Oui, je vais le garder, ça va. Très bien, ok, c'est pas trop long. Est-ce qu'au fil du temps, du coup, vous avez vu des changements et quels métiers ont disparu, entre guillemets? Il n'y a plus les chevaux, il y a plus tout a été remplacé, mécanisé. Donc sur l'agriculture, il y a beaucoup de métiers qui ont disparu. Bourrelier, c'était pour les chevaux. Mettez du cuir, l'ajouter, couser pour faire marcher les chevaux. Il y avait un forgeron aussi, au début de Saint-Sébastien, là, au début il y avait un forgeron, là. Je me rappelle du forgeron, le maréchal Ferrand, les métiers anciens. Ça sert à quoi le maréchal Ferrand? Ils attachaient les chevaux, ils faisaient ils mettaient les fers, ils remettaient les fers. On coupe la vieille corne, on fait le pied, on refait le pied, on le fait bien rond, tout. Après, on le chauffe à l'enclume, le fer. On le repose sur le pied du cheval, ça brûle, ça fait de la fumée. C'était pour, relever les bosses, que ce soit plat, à peu près plat, que la bête marche bien. Il y avait beaucoup de mouvements dans les rues, parce que beaucoup de maisons ont des étables. Même moi, dans ma maison, j'ai encore l'étable où mon père avait son cheval. Enfin, il y en avait beaucoup, tous les paysans en avaient un, quoi. Je prenais le cheval, je labourais les vignes. Le cheval, il marchait devant, et nous, on les retirait avec la charrue. Il servait à labourer principalement, ou à aller chercher du bois dans la forêt, à déborder, mais principalement des travaux des champs, à aller chercher le foin. Moi, je me rappelle des chevaux, foulés sur les airs pour le blé, voilà. Et puis après, il y avait le tara ramène, là, pour faire trier le grain. On faisait les foins, on faisait
tout avec les chevaux. Oui. Donc vous avez fait les vendanges, les Ah, moissons, voilà, tout. On faisait tout à la charrette et le cheval. Alors. Et le cheval, il faut en avoir très soin des bêtes. Je me levais à 2 heures du matin pour le faire manger. Du temps, je préparais tout ce qu'il fallait, mon petit déjeuner et tout. Et à 4 heures, on attelait et je partais. Il les bichonnait un peu quand même, il faisait attention, hein. Il les nettoyait, il leur passait un genre de brosse dessus de temps en temps. Il nourrissait beaucoup avec le foin qu'ils avaient coupé l'année d'avant. Il le faisait sécher dans les grenières qu'on appelait les feinières. Et il montait ça au dernier étage et il le faisait descendre par un genre de tuyau qui arrivait directement dans la mangeoire du cheval. Moi, je labourais à ce moment-là. J'avais quel âge? 18 ans. Et bien, à la force de ce cheval, il savait que j'allais empoigner. J'y donnais des prunes. Et bien, il me suivait comme un chien. Pareil, sans l'attacher rien. Et en arrivant au poignet, j'ai donné une prune, il était content. Il y en avait un qui avait un mulet, là. Le soir, il ouvrait la porte, le mulet il sortait, il allait à la fontaine, il buvait, une fois qu'il avait bu, il rentrait. J'avais peur des chevaux. Donc je faisais tout le tour du village pour aller à l'école. À l'époque, il y en avait à peu près dans toutes les rues. Donc je faisais tout le tour du village pour aller à l'école primaire qui était en bas du village. Par rapport à l'école, comment ça se passait? Est-ce que c'est comme aujourd'hui ou pas? On allait à pied, la route de Villecroze, à l'école publique. On allait en vélo, en mobilette, en bus. Le transport était compliqué à l'époque. On habitait la campagne, on était sur la route de Villecroze, à 2 km. On se tapait l'école à pied à l'époque. Sauf quand il pleuvait, qu'on sortait la camionnette. Donc en général, les petits étaient menés par les grands. Les parents n'y allaient pas à l'école. C'était séparé, du coup, comment ça se passait, les horaires, etc. À cette époque-là, les garçons et les filles n'étaient pas ensemble. Les filles, elles étaient d'un côté, et nous, on était sur la place, à côté de la mairie, là, où il y avait les 2 écoles, on était là. L'école des garçons était à côté de la mairie, juste à côté, là. Et l'école des filles, elle était en face de la pharmacie, où il y a le laboratoire actuellement. Et après, dans la cour des filles, derrière, il y a un autre truc, c'est la maternelle. Je revois toujours bien la cour de la maternelle, avec son tas de feuilles mortes en bas dans le coin où il était défendu d'aller, mais où on allait toujours batifoler dans les feuilles. Je me souviens qu'il y avait un préau avec des gros morceaux de bois pour le feu. Il y avait un poêle, parce qu'il n'y avait pas de chauffage comme maintenant, à bois. Chauffage bon. Au bois des platanes qui taillaient sur la place. Le jeudi, des fois, on ramassait du bois pour l'école, justement, faire le feu. Quand ils taillaient les platanes, tout ça, comment dire. Et nous, on allait et on empilait tout pour que l'école ne payait pas, quoi. On partait, on prenait un peu du bois et puis on revenait, on le posait dans la cour, quoi. Au fur et à mesure, on alimentait le truc pour se chauffer. Hein. Et des fois, il faisait plus froid que dehors. Hein. Il y en avait toujours un qui était de garde ou qui était préposé pour allumer le feu, nettoyer le tableau et faire l'encre. L'encre dans des bouteilles avec de la poudre, on mettait de l'eau et on préparait ça. Tous les matins, il y avait quelqu'un qui faisait ça. On avait les bureaux avec l'encrier sur le coin des genres de pupitres. Et chaque fois qu'on prenait de l'encre, on était servi en encre. C'était pas tout le temps qu'on avait l'encre. Ça aussi, c'était un travail pas possible d'écrire avec de l'encre et une plume bien pointue. Mais je vous dis pas, il y en avait des taches. Sur tout le monde, il y en avait des taches. Les mains, les blouses, il y en avait un peu de partout, surtout à l'apprentissage. On avait un jour la leçon de morale, le matin en arrivant, une leçon de morale, et le lendemain, l'instruction civique. On était éduqués par les parents et à l'école même. On avait la morale 3 fois par semaine. Si on rencontrait
monsieur le maire, on se levait le béret. J'en avais rencontré monsieur le curé, c'était pareil, on se levait le béret. On restait comme ça, voilà. L'instituteur, c'était celui qui il nous regardait les mains quand on arrivait, il nous faisait faire ça. On regardait si elles étaient propres ou pas. Les mains, les oreilles et la tête pour les poux. Et celles qui avaient des poux, renvoyées. C'était sévère, mais on ne voulait pas du mal aux esprits. Même si on recevait des gifles ou des coups de règle, premièrement, aux parents, il ne fallait pas y en parler parce qu'on aurait morflé le double. Mais après, c'était bien, voilà. Et on était très amis, quoi, très copains. Moi, j'ai 72 ans, j'ai encore des copains de l'école primaire. Le village était habité, donc on jouait dans la rue, on se faisait des roulettes, des voitures à roulettes, à roulement à billes, on jouait aux billes, on jouait au ballon. On allait aussi se baigner à la rivière à Silan. On y allait à pied ou en vélo. On n'avait pas de pollution, on n'avait pas tout ça là. Alors les pollutions sonores, les pollutions visuelles, les pollutions, tout ce que vous voulez, on n'avait pas nous tout ça. Hein. Donc c'est vrai qu'on vivait plus libre. Et du coup, après le dimanche, par exemple, vous alliez à l'église. La religion, elle avait une place importante. Moi, je faisais partie de la chorale, on allait chanter. On allait à la répétition le samedi soir. Et le dimanche, on allait à la messe, on chantait. Les garçons, on avait un costume avec le brassard. Les filles en robe blanche. On était belles, hein? La robe blanche, le bonnet, la petite aumônière. On communiait à jeûne. Et en sortant, on avait droit à la brioche ou au croissant pour le petit déjeuner. À 7 h du matin, il y avait la première messe, après à 10 h, l'après-midi, les vêpres. Voilà. Et après, à midi, bien sûr, un repas en famille, comme on revient. La religion avait beaucoup de place. Tout le monde était catholique. C'était quand même un ciment en plus de l'école. Quelles sont les fêtes traditionnelles du village? La fête la plus traditionnelle, c'est Saint-Pancrace. Saint-Pancrace, c'est au mois de mai. Le jour de la Saint-Pancrace, c'est le 12 mai. Et on a l'habitude de fêter la Saint-Pancrace le samedi après le 12 mai. C'est quand même un des rares villages qui mêle le religieux et le non religieux. On promenait Saint-Pancrace, la statue de Saint-Pancrace qui est à l'église, là. On promène le Saint dans les rues du village, on bénit les enfants. Pour être bénis par Saint Pancrace, les enfants passent dessous la petite statue qu'ils portent. Et là, après, on fait une procession dans tout le village. Ça, c'est en descendant la rue Maréchal Foch. De l'église, on venait ici, là, devant la mairie, ils bénissaient le pain. On met un grand banc et on donnait le pain béni à tout le monde. Ils avaient les paniers comme ça, là, et puis ils mettaient le pain dans le... C'était tout un truc. Donc les enfants vont réclamer le pain béni. Voilà, et le père qui bénit le pain et après on le donne, voilà. Tout le monde avait droit au pain béni, comme on dit. C'est d'ailleurs, ça continue comme ça. Là. Il n'y a que cette tradition qui reste, heureusement. Et après, on arrivait à l'église pour déposer Saint-Pancrace. Et puis il y a la fête païenne le lendemain qui se termine par une cible, un tir au fusil. On tire à la cible, à 192 mètres, au fusil. Et celui qui était le plus près du rond de la cible gagnait le permis de chasse. On avait des fusils de chasse qui n'étaient pas perfectionnés. Pour attraper la cible, il fallait tirer au moins 10 fois pour l'attraper. Et encore, dans un temps, on tirait des balles. Et des fois, ils n'étaient pas bien rondes, mais ça fait rien, on tirait des balles. Chacun menait son fusil.
Et il n'y avait pas plus d'accidents pour ça. Il y avait des gardes ou les gendarmes qui montaient un peu pour... C'est normal, parce qu'il y en avait qui avaient d'un coup, comme on dit. Alors, maintenant, c'est à peu près réglementé. Mais à l'époque, les gens partaient avec leur fusil de la maison et leurs cartouches. Ils allaient plus ou moins bien boire, bien manger. Et ils tiraient au fusil aussi dans les rues, comme ça. Les mamans préparaient l'aïoli et on montait manger l'aïoli là-haut. Ils faisaient bouillir une marmite, comme on dit de notre temps. Ils montaient les haricots là-haut, tout. Et à midi, tout le monde mangeait un peu une louche d'haricots. C'était la tradition. C'était le truc du village, ça. Et les gens n'auraient pas manqué ça. Hein. Donc après, il y avait un petit orchestre qui montait, qui jouait pendant un moment, il dansait sur place. Et puis, bon, ben après, le soir, il y avait ou l'après-midi, ou en fin d'après-midi, il y avait la descente de la cible. Alors là, c'était à voir aussi. C'est plutôt Laurence Bavory quand même. Hein. Faut dire les choses comme elles sont. Quand ils arrivaient dans le village, les plus jeunes, sautaient dans la fontaine du cours. Ça. Ils plongent tous dans la fontaine. Ça, c'est la tradition. Et là, il y avait l'orchestre qui reprenait le relais. Nous avons vu les Allemands arriver, nous avons vu les Italiens avant les Allemands d'ailleurs. Les Italiens sont venus ici à Ops, mais l'occupation était assez bon enfant, dirais-je. Il n'y a pas eu d'exaction, rien du tout. Ils étaient là pour empêcher les planeurs du côté des Guines de se poser. Mais ils s'intégraient bien à la population. Et ensuite, évidemment, c'est les Allemands qui arrivent. C'était comment l'occupation allemande dans le village? C'était la guerre. Hein. On avait des cartes, il y avait des tickets à ce moment-là. Pour aller chercher le pain, le sucre, et donc, c'était rationnement, hein, c'était comme ça. On avait droit à 1 kilo de sucre par mois, par exemple, pour une famille. On avait des petits tickets comme ça. Je sais que ma mère, elle faisait tourner de l'orge dans le rouleau, pour le dire, ajouté au peu de café qu'on touchait en ravitaillement. Et du coup, vous faisiez un peu du troc? Et vous pouvez par exemple échanger vos tickets contre quelque chose d'autre, non? Il y en avait qui étaient réfugiés et ils étaient contents qu'on leur donnait un peu de pommes de terre, autrement ils avaient des rutabagas. Un jour, il vient la patronne, que c'était des gens aisés dans un temps. Il dit, mon père, vous ne voulez pas profiter des betteraves, des gros radis pour les bêtes, tout ça? Il en a fait 2 voyages ou 3. Il avait peut-être plus de 2 tonnes. Mais le soir, il venait les mémés. Je trouvais ma mère, hein, qui était un peu pas du même âge. Et alors, il faisait à ma mère, Maria, on ne peut pas en prendre un peu pour faire la soupe? Hein. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Ma mère, elle a dit, vous pouvez en prendre, ça ne vous tuera pas. Elle a dit, c'est des betteraves fourragères. Mais prenez-les. Il faut dire aussi qu'il y avait beaucoup de gens de l'extérieur qui étaient venus à cause des bombardements et de tout ce qui se passait. Ils étaient venus se réfugier ici. Il y avait pas mal de réfugiés. Comme ici, les Allemands n'avaient pas le nombre nécessaire de soldats, les gens sont venus ici pour travailler, pour échapper au STO. Ils sont venus travailler dans les scieries. Je me rappelle qu'il y avait beaucoup de résistants à Ops. C'était des jeunes qui voulaient se défendre contre les Allemands, qui n'étaient pas d'accord après le traité de Pétain. Quand on commence à dire, bon, il faut aller à la mairie, il faut faire ci, il faut faire ça, sinon les gendarmes débarquent et tout, ils ont dit, bon ben non, hein, nous c'est pas possible, on va pas y aller. Et c'est là, effectivement, qu'ils commencent à dire, on va dans les maquis. Les réseaux de résistance se sont créés ici, parce que c'était un nœud pour contrôler Brignoles, Marseille, compagnie. Donc le maquis Valier qui était en arrière-plan, c'était vraiment De Gaulle avec Jean Moulin qui avait mis tout ça en place. Et eux, ils étaient là pour attendre le débarquement. Et ensuite, il y avait donc le camp Robert,
dont faisaient partie mon père, mon grand-père, mes cousins aussi, et puis beaucoup de gens d'ici, de tendance communiste. C'est le camp FTP, les francs-tireurs partisans. Le camp Robert, oui. C'était le docteur Germain. J'avais que 10 ans, moi. J'essayais de me rendre utile en lui portant à manger, en lui portant ce qu'on pouvait faire. Mon père, il avait la campagne en haut. Les maquisards, ils venaient souvent manger à la maison. Hein. Mon père, moi j'admire parce que c'était un mec qui ravitaillait le maquis. Le soir, il partait et il ravitaillait les maquisards de Caïgeas. Évidemment, c'est grâce à la population qui vivait. Hein. Il fallait bien manger, il fallait bien trouver de l'eau. Comment les gens ils faisaient pour s'informer que ce soit au niveau de la politique ou des décisions pendant les temps de guerre? Parce qu'on est dans un petit village. La résistance, c'était bien sûr, comme on appelait ça, l'armée secrète. L'armée secrète, parce qu'on savait des choses, on les communiquait quand on savait quelque chose, nous. On le communiquait au PC du maquis d'Ops, là, comme on dira. Quand il se passait quelque chose, eux, ils étaient avertis, les maquisards. Et ils revenaient le soir en se cachant, en passant par le champ de blé. Ma maman, elle voyait des épées qui bougeaient comme ça, les épées de blé, et ils disaient toutes les nouvelles. Parce qu'ils avaient entendu d'autres maquisards qui venaient raconter aussi. Il y avait le restaurant Le Provençal qui existait. C'était les maquisards, je me rappelle, on avait les francs-tireurs et partisans. C'était un haut lieu de la résistance. C'était les gaullistes qui tenaient là. On savait qu'il y avait des caches d'armes donc à la ferme Morel, au garage Rouvier. Oh, bon, ça se savait. Tout près, il y avait une cache d'armes qui ravitaillait justement les différentes composantes de la résistance de Hobbes. Ils étaient dans les grottes, ce qu'on appelle les grottes à Hobbes, là-haut. Et les Allemands avaient sévi. Je me souviens du soir où on avait descendu Martin Biagini, qui était résistant, qui avait été tué par les Allemands. On l'avait descendu à ses parents. Et j'entends toujours le cri de la mère quand on lui avait remis son fils mort. J'étais gamine, mais je me souviens toujours de ce cri qu'elle avait eu. Mes parents ont vécu, ont été actifs, mais ils n'aimaient pas trop parler de ça parce que pour eux, ce n'était pas des bons souvenirs. C'était compliqué, c'était difficile. On ne regrette pas ça parce que, comme on dit, il ne faudrait jamais l'avoir eu. Voilà, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est difficile de le vivre, ça. Des fois, je me disais, mon père est pas avec les moutons, mais ça va, c'est vraiment bien. Vous êtes là sur le qui-vive toute la journée. Et le plus mauvais, c'est quand il est parti, mon père, en me disant, c'est toi le chef de famille. Ce matin tôt, samedi 22 juillet 1944, le temps est au beau et la journée promet d'être belle et chaude. Il est aux environs de 6 heures du matin, une colonne de soldats allemands de la Waffen-SS venue de Brignoles encercle bruyamment la cité à peine réveillée. Objectif, retrouver les résistants locaux, les caches FTP, tant habitations que dépôts d'armes. Et ils interviennent également pour récupérer le fils d'un collaborateur de Carcès enlevé par les FTP qui travaille au garage Rouvier, devenu leur garage. Je me souviens un matin, une grande explosion. Ils avaient fait exploser un garage de M. Pélissier en bas. Et j'avais dit à mon papa, mais qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, oh, c'est un orage, c'est le tonnerre, voilà. Les Allemands sont arrivés, ils ont tué une jeune fille. Et tout ça, je l'ai vécu. Et je l'ai entendu. Ils ont tué une fille de 20 ans, Rosette Surfi. Elle devait faire le ménage aux écoles. Là. Elle a monté à la première fenêtre qu'elle a, là, comment dire. Elle est restée là. Elle est habillée à un moment. Elle est montée sur la toiture, là, et les Allemands, ils ont cru que c'était maquisard, quoi. Ils ont balancé des balles explosives. Elle est morte dans l'ambulance à Draguignan, Rosette Chorpi.
C'est une désolation, hein. Alors une situation de désolation, surtout pour les gens du pays. Et les Allemands, eux, se replient et ils encerclent bien entendu le village et surtout la Bigue. Ils savent que vers là-haut, il y a le maquis Valier et il y a le maquis des FTP. Ils vont au croisement de Bauduin et des Salles. Ils rencontrent donc un camionneur qui venait de Vérignon exactement, qui avait du charbon. Il y avait un jeune de 15 ans qui était avec eux. Ils étaient 3. Un s'en est sorti. Ils ont tué Bondy. Ils ont pris Serafino. Ils l'ont pas tué tout de suite. Ils l'ont torturé. Il est mort un peu plus loin sur la route, justement, sur la route de la Tardier. Le lendemain, je me suis trouvé sur la route pour venir chercher les bêtes au PC de la Tardier. Et on est monté à mon père, il m'a dit surtout ne te retourne pas. Et je suis passé devant le croisement de Baudion où ils ont été tués, là. Et par terre, il y avait tout le sang par terre. Pas cher. Ceux qui sont été tués, je les connaissais tous. J'ai souvenir d'un soir où tout le village était parti dormir en campagne, dans les cabanons, parce que les Allemands projetaient de brûler le village. Ils voulaient faire comme en Bras-d'Ours au clan. Ils avaient fait les femmes et les enfants d'un côté et les hommes de l'autre côté. Ils avaient tout préparé. Il y avait des Allemands un peu dans tous les coins, là. Et puis voilà. Du mois de juin jusqu'à la Libération, tous les jours, ils étaient investis. Tous les jours, il y avait des problèmes. Tous les jours, il y avait des descentes de la milice. On a attendu, effectivement, que les Alliés débarquent et puis viennent libérer le village le 18 août. Vous vous souvenez de la libération? Vous pouvez nous décrire un peu ce qui s'est passé le jour de la libération? Moi, je me rappelle qu'il y avait des barriques de vin qui coulaient à flot. Les gens qui voulaient boire, ils buvaient. La libération, ça a été le jour où on était tous partis à une campagne parce qu'on ne savait pas, comme dans le pays, on savait qu'il y avait les francs-tireurs et partisans. Quand ils venaient, les Allemands, ils venaient avec les tanks, les trucs comme ça. J'avais quelques moutons que je gardais au bord de la route et il n'y avait que moi. Alors, il est arrivé une Jeep étoilée, le truc c'était en moi. Puis au bout d'un moment, j'ai vu arriver le mérodote qui est venu. Moi, j'étais pas loin. Mon mérodote, j'ai fait signe. J'ai dit, ça doit être les Américains. J'ai dit, parce qu'il y a les toits là. Et on entendait beaucoup de bruit. On sort et puis on voit arriver des jeeps, des mitraillettes, des tanks et tout. Et puis j'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, maman, viens voir ce qui se passe. Et il y avait un monsieur à côté de nous qui s'appelait monsieur Roubaud. Et donc, lui, il était alsacien, il parlait allemand. Alors il nous disait, vous pouvez venir, c'est pour nous libérer. Et après, de bouche à oreille, on a su que les Américains arrivaient. Alors on est descendu en courant. On était délivrés. Voilà. Je me suis même promenée sur une Jeep avec des Américains. Enfin, pas que moi, hein, il y avait toutes les filles. On faisait un tour de Jeep avec les Américains. Oh, oui. Alors après, ça a été les cloches qui sonnaient, ça a été beaucoup. Il y avait eu un grand banquet sur la place du village. Et sur une table, il y a quelqu'un qui chante auprès de ma blonde. C'est mon père. Ouais, je sais pas jouer pour voir que tu es là. Les cartes, c'est
Ça a toujours été important. Les gens qui travaillaient, qui faisaient les maçons, les jeunes, ils finissaient de travailler à midi, ils mangeaient à vitesse, et à midi et demi, ils étaient au bar pour faire la partie de cartes. J'étais au cercle, je jouais à la belote, à la contrée, à tout ce que vous voulez. Il était à la coopérative, là, le cercle. C'était fréquenté comme notre bistrot. Je me souviens, à l'époque où j'étais très petite, il y avait 2 cercles. Il y avait le cercle républicain et il y avait un autre cercle où c'était les bourgeois. C'était les personnes âgées surtout qui venaient parce qu'il y avait un gros poêle. Il n'y avait pas le chauffage comme maintenant dans les maisons. Et ils venaient passer la journée dans ce cercle. La jeunesse, on lui demandait la salle pour danser le samedi ou le dimanche. Il y avait alors, des jeux, c'est-à-dire le billard, il y avait un flipper à l'époque, hein, quand ils l'ont eu. Et on pouvait mettre sa musique, on pouvait porter les transistors à l'époque. Et puis on écoutait à quelques-uns, on était là, ils nous acceptaient dans cet endroit-là, qui était un genre de bar. Tous les samedis soirs, il y avait un bal là, auquel on participait. On tâchait toujours d'être bien habillés, hein. On avait 2 musiciens, un accordéon et une batterie qui nous faisaient danser. Et c'était comme ça de monde qui venait de partout. Je me suis trouvé au régiment à Nîmes en septembre 59 et des jeunes qui venaient comme moi faire son service militaire me disent: tu es, ben, je suis d'autres, mais on venait danser à Ops, de Saint-Maximin. Ici où nous sommes, ce beau magasin qui est devenu maintenant, ça avait été loué, c'était un cercle. C'était aussi une forme de coopérative parce que c'était des gens qui étaient adhérents, qui payaient nos cotisations pour entretenir le local. Ça permettait aux gens de se regrouper. Et maintenant, bon, ben, on a la chance d'avoir ce magasin. Le magasin est arrivé parce que il y a de moins en moins d'agriculteurs et les commandes groupées, ben, ça n'existe plus. Donc, le magasin a été créé de façon à perpétuer le mode de coopérative et voilà. Le coopérative agricole, ça venait bien pour acheter des produits pour s'étater la vigne, pour acheter des semences de pommes de terre. Ma mère allait chercher pour ses poules le maïs, le blé, etc. On y trouve tout ce qu'on veut. On avait fait une coopérative agricole pour avoir des produits moins chers. On avait une réunion tous les 2 mois, on avait une réunion. La coopérative prenait des notes, elle disait ben, on va prendre 10 tonnes d'engrais, et on les avait moins chers. C'était essentiellement des viticulteurs parce que la plus grosse activité sur Ops et les alentours, c'était la vigne et après les oliviers. Il y en a qui faisaient leur vin eux-mêmes. Exemple, mon père, il y avait Chauvin, il y avait Rigaud, je me rappelle, qui faisaient leur vin. Il faut les travailler, les vignes. Il y a la taille, le débourgeonnage et tout, c'est manuel. Hein. Ah ouais. Tout se faisait à la main. Hein. On pataugeait dans la boue, des fois quand il pleuvait beaucoup. Les vendages, c'était pas... Enfin, je vous dis, il y avait une bonne ambiance. Tout le monde rigolait, tout le monde, c'était agréable tout ça. On chargeait le tombereau de raisin et le portait à la coopérative. Il y avait des chevaux, il y avait des tracteurs, il y avait de tout. Ah ben, ils venaient de partout. Hein. Vous aviez les charrettes du croisement pour aller à Bérignan jusqu'à la coopérative, là. Parce qu'il fallait qu'ils pèsent le raisin. Il y avait des équipes d'Espagnols qui venaient pour déballer les raisins. Parce que ça, c'était tout dans les caisses à l'époque. Alors, il fallait des mains d'œuvre pour envoyer les raisins dans le fouloir. Mais... Il rentrait beaucoup de raisins à Oss.
grosse cave, c'était. Tout le monde portait ses raisins à la coopérative et après, ils venaient prendre son vin. Hein. Et c'est eux qui, les coopératives, qui voient le vendanges, s'ils voient disons, commencer, si c'est des bonnes vendanges. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Hein. C'était un regroupement d'agriculteurs qui ont fondé la coopérative vinicole, regrouper toutes leurs récoltes et pouvoir la travailler avec du matériel performant. Parce que avant ça, chacun faisait son vin dans sa cave, ce n'était pas toujours le top. Et l'après-midi, là, quand on avait fini, on avait le chambre, un vin mousseux, comme ça, au même blanc, voilà. On appelait ça la souide. En provençal, ils appelaient ça la souide. Alors, ils faisaient un grand repas entre eux, et puis voilà, ça finissait comme ça. C'était très bien. Ça s'est arrêté dans les années 95, je crois, avant 2000, je crois. On a voulu les grosses exploitations. On n'a plus voulu de petits paysans, il faut dire ce qu'il en est. Et ça a commencé à se dégrader. Voilà. Il n'y a plus eu de suite, ça a été fini. Tout le monde avait des oliviers ici à Ops, et l'hiver, on allait aux olives, même quand on était des petits-enfants, là, parce qu'il n'y avait pas de crèche, il n'y avait pas de garderie, les grands-mères venaient aussi aux olives, donc on était obligés de suivre. Hein. Quand c'était le moment de la taille, comme maintenant, on allait un peu partout tailler les oliviers. On avait la saquette et on ramassait avec les parents sur des draps blancs. Et à l'époque, il n'y avait pas de machine. On commençait les olives après Sainte-Catherine, parce que Sainte-Catherine, l'huile est à l'olive. Et après, ça durait, même ça, je ne me le rappelle pas, mais mon père me l'a eu dit, ils avaient fini une année la veille de la Saint-Pancrace. La récolte d'olives durait tard à l'époque. Ils ramassaient les olives jusqu'au mois de mai. Maintenant, il faut qu'au mois de février, ça soit tout terminé. On allait au moulin de Gervasoni, qui appartenait à l'époque à la mairie. Et il le donnait en gérance. Et mon père, plusieurs années, s'est occupé du moulin de la mairie. Alors, il y avait la coopérative oléicole aussi. Voilà, mais comme ma mère avait dit que c'était un cousin, Gervasoni, donc il fallait aller au moulin. Moi, j'ai connu le grand-père du propriétaire actuel qui faisait tourner sa meule avec l'eau du ruisseau. C'était une roue à aube. Hein. Il y avait le ruisseau, une roue à aube. On mettait les olives et puis la roue tournait, écrasait les olives. Ils pressaient en faisant tourner, alors là, soit à bras, soit avec un cheval s'ils avaient la possibilité de le faire, sinon c'était à bras. J'ai encore l'odeur du truc des olives écrasées. La raque, ils appellent ça. Vous savez, les noyaux qui restent et tout ça, là. Vous aviez la première huile qui était vierge, la deuxième tournée et la tournée du moulinier. Ils faisaient la bougnette le soir. La bougnette, c'était le pain avec de l'ail et de l'huile d'olive dessus. Du pain rôti, on mettait un peu de sel dessus, on faisait couler de l'huile et on mangeait ça, c'était très bon. On faisait griller et on mangeait les tartines. Ça, c'était le moulin. Puis après, il est arrivé quand même l'électricité quelque part. Hein. Et ça a servi à mécaniser tout ça. Et là, maintenant, il a un moulin qui fait une super huile. Et elle est reconnue par pratiquement tous les gens de la région. Mais c'est un moulin qui est plus moderne que ce qu'il était à l'époque. Hein. Mon grand-père est là depuis longtemps sur Ops et il habitait juste à côté. Il avait une ferme agricole et dans les années 59-60, il a racheté le moulin à la commune. Car à l'époque, il y a eu le gel des oliviers et donc la commune a vendu le moulin à cause du gel des oliviers. Et petit à petit, il a remis en route en état et ça redémarrait comme ça doucement. Par contre, il marchait encore à l'ancienne avec une roue à auger, à l'eau, et une meule en pierre pour écraser les olives. Et avec les presseurs manuels, on pressait à bras, à la main.
soyez agriculteur, maçon, ouvrier, tout le monde se connaissait. S'il y en avait un qui avait besoin de quelque chose, on lui donnait. C'était du partage, c'est quelque chose de magnifique. Oui, ça se passait tout dans le village. Et c'est pour ça que la camaraderie, les familles étaient beaucoup plus soudées. Mon père, quand il était embêté pour son vin, il y avait de suite des gens du pays qui venaient l'aider, comme lui allait aider. C'était comme ça, quoi. Il savait que les deux familles se réunissaient, et alors c'était des rigolades, c'était, voilà. On aidait son voisin. Nous, quand il y avait un paysan qui était malade ou qui était fatigué, n'importe quoi, on se trouvait 4 ou 5 ou n'importe quoi, on allait l'aider à rentrer sa récolte, on allait l'aider à rentrer le truc, comment dire. Et ça, c'est beau quand tu fais quelque chose pour quelqu'un qui ne peut pas le faire. Je me rappelle que même quand mon père est mort, il y a notamment Maurice Chauvin, tout ça, qui venait porter des raisins à ma mère. Un autre, Roubaud, venait porter des fruits. Il y avait vraiment de la solidarité. Cette espèce de cohésion intergénérationnelle, elle n'existe plus. On a perdu la notion d'entraide, de service gratuit. Est-ce que vous prenez le frais le soir? On n'avait pas la télé. Quand on se promenait dans le village, le soir, tous les gens ils étaient dehors. Maintenant, on se promène dans le village, tous les 10 mètres, on écoute ce qui se passe à la télé. L'été, les mamans descendaient sur la place là et papotaient, refaisaient le monde, je pense. Et nous, on faisait du patin à roulettes, on était avec les copains et copines. Les personnes prenaient le frais, ils mettaient tous leurs chaises à l'extérieur et les gens allaient promener. Et on allait donc jusqu'au bout, c'était pas éclairé, hein, mais voilà. Et après, on revenait, on rediscutait ou alors on s'asseyait, voilà. Il y avait plein de gens qui circulaient. On se rencontrait, on se disait bonjour, bonsoir, on racontait l'histoire de la journée. C'était la vie du village. Maintenant, ça s'est un peu perdu, ça. Mais c'est vrai que le soir, on se rencontrait, on faisait un truc et on le mangeait ensemble. C'était un peu une petite fête comme de famille réunie, comment dire. Nous connaissions, nous, toutes petites, toutes les personnes âgées. Parce que dans un temps, les personnes âgées n'allaient pas à l'EHPAD. Il y en avait, c'était rare, il faut dire ce qui est. Rester soit chez eux, si j'étais, ou chez les enfants. On a vécu mes grands-parents, mes parents. C'était vraiment la vie de famille. Les aînés, on les écoutait déjà, on les respectait. Et c'était un peu les exemples quand même, quoi. Avant 1974, où le lac a été mis en eau, il n'y avait pas de tourisme. Si, le seul tourisme qu'il y avait, c'était les hommes de Toulon et de Marseille qui venaient à la chasse l'hiver. Hein. C'est tout ce qu'il y avait comme tourisme. Et ça a attiré du monde de partout, ça. Dans le Baudouin, tout ça. Il y a eu du monde de partout, il y a l'été. Le lac de Sainte-Croix, hein, les gorges du Verdon, c'est des sites tellement importants que petit à petit, ça a drainé du monde qui passait par Rops, qui voyait le village qui s'y arrêtait pour passer un moment, pour boire quelque chose ou manger. Ça a beaucoup changé, comme on dit, comme de partout. Hein. Ça, on ne peut pas l'empêcher. Hein. On voit toutes les constructions de partout, c'était tout agricole à l'époque. Il y avait une cinquantaine de paysans ici. Et maintenant, il y en a où? Ils ont fait le tourisme, mais par rapport au lac, pas par rapport au village. Mais quelque part, ça a été une bénédiction aussi pour le territoire. Hein.
pour vous, le village, il a quelle représentation dans votre mémoire? Notre village, on l'aime et on ne changerait pas d'endroit. Il est très beau. Cette place est magnifique, hein. Et les fontaines. Et des fois, quand je ne peux pas dormir le soir, je les compte. Quand je parle d'Opt, je veux parler, j'y tiens, de mon pays. Il y a tout qui me plaît, moi. Oh, C'était bien ici. Premier jour où je suis parti, ben, je me languissais un peu. Quand je travaillais à Toulon, pendant 15 ans, je les ai serinés en disant que hop, c'était le plus beau village du monde, voilà, tout le temps. Je reviens à mon village natal, où il fait très bon vivre et tout le monde est tellement agréable et joyeux que je m'y plais beaucoup. Eza werlu peidou benestre, à quelques n'années pas va à nestre, à quelques années n'en partez plus. Hop, le pays du bien-être. Celui qui n'en est pas voudrait en être. On représente tout pour moi. Mon enfance, ma famille, j'ai toute ma famille sur Ops. Je connais les gens, ils me connaissent depuis toute petite, donc il n'y a pas de problème. Ils savent comment je suis. Et c'est notre vie. C'est notre histoire. L'histoire, la vie. C'est là où, comment dire, où on est né là. J'habite à Ops et je vais mourir à Ops. C'est mon village, voilà.